François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, bonjour, bună ziua. Bună ziua. Je vous remercie, vă mulțumesc că ne dați acest prim interviu de când sunteți în România, îl dați la RFI România. Bine ați venit. Mulțumesc, este primul interviu. Din păcate nu pot să vorbesc repede romanește. Donc je vais plutôt parler en français. Voilà, nous allons continuer cette interview en français, et cette interview qui arrive au moment où il y a une vive émotion provoquée par l'agression du jeune Rom roumain Gheorghe en France. Quelles sont les dernières informations que vous avez du côté français? D'abord, je voudrais aussi partager avec les auditeurs de RFI mon émotion personnelle contre cet acte d'agression, cet acte de barbarie. Comme vous le savez, les autorités françaises ont réagi au plus haut niveau. Le président, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur. L'ambassadeur Mazourou est en contact permanent sur cette affaire avec les autorités françaises, que ce soit le cabinet du Premier ministre, le cabinet du ministre de l'Intérieur. Il suit très attentivement cette affaire. Vraiment, nous essayons de faire tout notre possible. L'enquête judiciaire se poursuit. Nous ne pouvons rien dire dessus parce qu'il faut laisser les enquêteurs travailler. Mais je suis confiant dans la justice française et dans la police judiciaire française. Et j'ajoute que la victime, qui est dans un état, dans une situation grave, est aujourd'hui traité comme un Français dans un des meilleurs hôpitaux de Paris. Et donc je crois que les médecins font tout pour suivre ce cas et le sauver. Le ministre roumain des Affaires étrangères, Titus Corlățean, a exigé hier une enquête impartiale et indépendante. Quelle est votre réaction? Moi, j'ai tout à fait confiance dans les autorités de mon pays et dans la justice de mon pays et dans la police judiciaire de mon pays. Je crois que sur cet acte, il ne faut avoir aucun doute sur la détermination de la justice et de la police française. Est-ce que vous pensez qu'on aura des résultats assez rapidement? Je ne veux pas me prononcer plus. Laissons ceux qui sont déterminés à trouver les coupables travailler dans la sérénité, mais j'ai toute confiance. Le président du Sénat, Călin Popescu-Tăriceanu, disait que c'est la conséquence, cet acte est aussi la conséquence de ces attitudes qui n'ont pas été sanctionnées de manière prompte. Il faisait référence à la xénophobie, au racisme, et il n'est pas le seul parmi les responsables roumains. Est-ce que vous êtes d'accord que la France n'a pas suffisamment sanctionné le racisme, la xénophobie ? Je crois que la France, comme beaucoup de pays, et aucun pays n'est exempt de pousser et de certaines prises de parole que je condamne aussi, à tendance raciste et xénophobe. Je crois aussi que la France a une longue tradition d'attachement aux valeurs républicaines. Elle refuse aussi l'approche communautariste, comme vous le savez. Et donc, je crois que sur ce domaine-là, tout en disant que nous avons toujours plus à faire, car c'est un combat de tous les jours dans tous les pays, je crois aussi qu'il ne faut pas minimiser toutes les prises de parole, toutes les prises de position des plus hautes autorités, et y compris toutes les prises de position qui existent sur l'échiquier politique pour rappeler notre attachement à ces valeurs de solidarité et républicaine. Monsieur l'ambassadeur François Saint-Paul, plusieurs solutions avaient été envisagées ces dernières années concernant la problématique rome. Où en est-on avec ces efforts? Parce que si on élargit un peu le spectre, on revient à cette problématique qui est souvent mentionnée dans le dialogue franco-roumain. Vous avez raison, la question rome est une question difficile, complexe. Alors où en est-on ? D'abord sur les chiffres,
probablement une vingtaine de milliers de Roms en France dans des campements qui sont roumains ou qui ne sont pas roumains. Ensuite, deuxième chose, une circulaire qui a été adoptée en août 2012 pour avoir un cadre interministériel. Il ne s'agit pas simplement de démonter des camps pour faire fuir des personnes et ne rien prévoir ailleurs. Il faut à chaque fois essayer d'avoir un diagnostic social pour chaque personne, trouver les solutions. Donc c'est toute cette approche que nous essayons de faire, mais c'est une politique très difficile aussi à mener sur le terrain. Moi, je voudrais rendre hommage. Je voudrais rendre hommage à tous ces fonctionnaires, parce qu'il y a en l'espèce une politique d'État, et nous en avons besoin, et à toutes ces ONG qui vraiment mènent sur le terrain un combat de tous les jours pour faire en sorte que ces populations qui sont dans une situation de grande précarité puissent progresser, puissent s'intégrer lorsque cette intégration est possible. Et je crois qu'il ne faut pas du tout minimiser tous les efforts qui sont faits. Il y a aussi la coopération avec les responsables, avec les autorités roumaines. Est-ce que la France est satisfaite de la façon dont cette coopération se déroule? Parce qu'il y a eu plusieurs projets dont on a parlé à un moment donné, et puis on a l'impression que quelques mois, quelques années plus tard, ça disparaît, et puis on parle d'autres projets. Sur la coopération policière et judiciaire, tous les échos qu'avant de venir en Roumanie, j'ai entendu de la part des autorités françaises, y compris police, justice, sont des félicitations. Je crois que la coopération policière franco-roumaine est un exemple. Et est un exemple, y compris d'ailleurs un exemple qui fait qu'il y a beaucoup d'affaires franco-roumaines qui trouvent leur solution. Donc quand elles apparaissent comme une solution, quand on aboutit à des arrestations, le mauvais effet, c'est qu'on a l'impression que ce sont à chaque fois des gens qui viennent d'un pays, mais c'est le fruit de cette coopération. Il y a notamment récemment encore certaines affaires qui ont trouvé leur aboutissement grâce à cette coopération. Donc vraiment, la coopération policière franco-roumaine, et vous savez que nous avons près d'une vingtaine d'officiers de liaison roumains en France, marche, fonctionne. Il faut qu'elle se poursuive. Nous avons aussi peut-être des besoins sur tel ou tel domaine, mais je peux vous dire que les choses marchent bien, et les choses marchent bien non pas simplement du point de vue théorique, mais du point de vue pratique dans les enquêtes particulières. Mais au-delà de la coopération policière, pour la réinsertion par exemple? Alors vous avez raison, c'est la question importante. La question Rome n'est pas simplement une question policière et judiciaire. Et elle ne peut pas être traitée uniquement par ce volet. Il y a tout le reste. C'est-à-dire, y a-t-il des Roms qui reviennent en Roumanie? Y a-t-il des Roms qui restent en France? Et les Roms qui restent en France, que faisons-nous pour les intégrer, et que font-ils? Je crois, et là, je dirais que si les solutions simples existaient, j'en serais très heureux. Je crois que dans cette question, il faut se placer dans une perspective assez longue. Ce type de problème et ces questions d'intégration, nous pouvons y apporter et nous devons y apporter nos réponses, mais ça ne se règle pas en quelques mois ou même en une année. Assez longue, ça veut dire quel horizon de temps? 10 ans? Je pense que cette question Rome, il faut la replacer aussi un petit peu plus loin. C'est la question des formes de migration de la pauvreté. Et la question de la migration de la pauvreté c'est aussi une question de développement. Et dans cette affaire, de ça, oui. Cette affaire-là est une question dans laquelle nous devons tous, l'Europe,
la Roumanie, la France, les autres pays européens qui sont concernés, prendre toutes nos responsabilités. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une véritable volonté de la part de tout le monde, de la Roumanie, de la France, de l'Europe? Il y a 2 ans, je me rappelle très bien, la France et la Roumanie avaient signé un accord cadre qui devait permettre une aide à la réinsertion en Roumanie de quelques dizaines de familles. Où en est-on? Alors, sur cet accord, d'après mes derniers comptages, parce que le projet portait sur 80 familles, voilà. On en est à 37. Donc les choses avancent un petit peu, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que ces questions-là doivent être abordées à la fois par le traitement de l'urgence et le traitement sur le terrain. Et encore une fois, je rends hommage à tous ceux qui font ces efforts. Je crois aussi qu'il y a des politiques structurelles, peut-être, qui doivent être amplifiées pour apporter des réponses de fond sur ce type de problème. Voilà, justement, quel type de politique structurelle? La Roumanie est souvent montrée du doigt pour l'absorption difficile des fonds européens, et malgré un progrès ces 2 dernières années, le taux d'absorption reste quand même le plus faible, je pense, en Europe, avec environ 35%. Quelle solution pour justement développer l'absorption, justement pour ces populations très défavorisées? Alors, d'abord, je voudrais souligner que sur cette approche, je veux avoir, sur cette question, une approche modeste. Je ne suis pas là pour donner des leçons. Je ne suis pas là, arrivé il y a juste 2 mois, pour dire, comme on dit en français, il n'y a qu'à faucon. Je suis pas là pour donner des solutions avec une baguette magique sur un problème qui est un problème complexe. Et je sais aussi tous les problèmes qu'il y a en France, sur lesquels aussi nous devons progresser en matière de cohésion sociale, en matière de traitement de la pauvreté. La lutte doit se dérouler dans tous les pays, et y compris en France. Donc mon approche est une approche où je voudrais émettre quelques idées, mais une approche qui est une approche à la fois avec un œil neuf. C'est l'avantage d'être tout neuf dans un pays, et j'y suis arrivé sans aucun préjugé. Mais c'est aussi une approche où je souhaite beaucoup apprendre. Mon idée personnelle est la suivante. Le problème de ces migrations de pauvreté, c'est un problème européen. Et c'est un problème qui est lié aussi à la libre circulation des personnes, qu'il faut défendre. C'est un des acquis essentiels de l'Union européenne. Est-ce que vous sentez qu'elle est menacée en ce moment, la liberté de circulation en Europe? En tout cas, si vous entendez certains discours qui ne sont pas les discours des autorités françaises, vous avez des poussées de certains pays dans ce sens. La France s'est toujours placée, comme par exemple aussi nos amis allemands, du bon côté. C'est-à-dire, nous défendons l'Union européenne, nous défendons les acquis, et nous voulons que la liberté de circulation, qui est un des acquis fondamentaux de l'espace européen, puisse être protégée de ses excès, mais aussi développée. Nous avons de plus en plus besoin de cette libre circulation pour des raisons économiques, pour des raisons sociales, pour des raisons d'emploi, pour des raisons de croissance, pour des raisons de développement de nos sociétés. Et puisque il faut partir de l'hypothèse, à mon avis, que ces questions de migration, de la pauvreté, ce sont des questions aussi de développement, de résorption, de poche, de développement, etc. Je pense que dans les années qui viennent, par exemple, pour la Roumanie, il y a les fonds structurels, et que ces fonds structurels doivent être en mesure de contribuer
de contribuer, d'apporter leur appui dans cette politique, dans ces orientations de soutien à la libre circulation. Dans le passé, il y a eu différentes générations de fonds structurels. Il y a eu les générations pour l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, la Grèce, etc. Et puis ensuite, il y a eu la première... Ça, c'était la première génération. Oui. Il y a eu la deuxième génération pour les pays d'Europe centrale et orientale. Qu'est-ce qu'on voit pour l'Espagne, l'Irlande, le Portugal, la Grèce? Bon, après, il y a eu des excès. Mais ces fonds structurels ont été un moteur de croissance et ont contribué à façonner aussi l'évolution sociale de ces sociétés. Mon idée, c'est que pour la prochaine période, 2014-2020, il y a 23 milliards. Et quand je parle de ces 23 milliards, je ne parle pas du pilier agricole. Vous savez que la politique agricole, il y a encore 10 milliards. Il y a encore 10 milliards. Donc, je pense que si on veut avoir la bonne perspective, il faut dire qu'est-ce que chacun fait, qu'est-ce que l'Europe fait, qu'est-ce que l'Europe en partenariat avec la France et en partenariat avec la Roumanie, comment ces fonds structurels vont contribuer aussi à cette cohésion sociale dont on a besoin. Et là, c'est un chantier magnifique, une opportunité formidable pour l'Europe, pour tous nos pays, y compris pour la Roumanie. Il faut aussi que la Commission, qui est aussi impliquée dans tout cela, prenne toute sa part de responsabilité. Et ça permettra aussi de placer cette question des migrations, de la pauvreté, dans une bonne temporalité. Encore une fois, c'est pas en 3 mois ou en 6 mois qu'on va régler le problème, c'est une question beaucoup plus longue. Est-ce qu'on peut dire que ça sera l'une des priorités de votre mandat, ce dialogue avec les autorités roumaines sur les fonds structurels ? Moi, je dirais que mon mandat, quel est le but ? Approfondir les relations franco-roumaines, approfondir dans tous les domaines, le domaine économique, le domaine culturel. La Roumanie est un pilier de la francophonie extraordinaire, c'est une chance. C'est une chance pour nous, pour la Roumanie aussi, je crois, parce que c'est un atout, une corde en plus. Et tout ce que je pourrais faire, encore une fois, avec modestie, parce que je crois que si des solutions simples existaient à ce problème complexe, nous en serions très heureux. Et je dis que ceux qui disent il y a des solutions simples, les renvoyer tous par ceci, ou les obliger tous à faire cela, ces gens-là mentent. Pour le dire simplement. Ils font de la polémique et du populisme. Mais tout ce que je pourrais faire pour orienter vers un accompagnement et une bonne orientation permettant aussi de défendre la libre circulation, je le ferai. À propos de la libre circulation, vous savez que c'est l'un des thèmes principaux de discussion ici, l'adhésion de la Roumanie dans l'espace Schengen. On avait évoqué une adhésion en 2 étapes, tout d'abord avec les frontières aériennes et puis avec les frontières terrestres. Quelle est la position de la France? Quand la Roumanie pourrait-elle rejoindre l'espace Schengen? Écoutez, effectivement, c'est un des sujets qui est en discussion. Les échanges se poursuivent. Je ne peux pas en dire plus entre la Roumanie et la France. Entre la France et aussi ses partenaires européens, et notamment avec nos amis allemands. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut progresser. L'idée de procéder en 2 phases, avec une première phase qui serait aéroportuaire, est toujours effectivement une idée directrice. Après, je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Il faut travailler
il faut travailler ensemble, mais je suis sûr que dans l'avenir, pour cette approche, nous sommes dans une tendance qui est de travailler sur cette hypothèse. Vous ne pouvez pas nous dire si, par exemple, ça peut se passer cette année, l'année prochaine? Écoutez, pour l'instant, je ne veux pas en dire plus. Ce que je sais, c'est que nous sommes aussi conscients de tous les efforts que la Roumanie a fait. Et puis il y a aussi le mécanisme de coopération et de vérification de la Commission européenne concernant la réforme de la justice roumaine. Votre avis, ce mécanisme sera-t-il à durée indéterminée? D'abord, je voudrais qu'on reparte du départ, qui est l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne. Parce que il y a toujours des gens qui disent que est-ce qu'on a bien fait, etc., etc. Ou bien il y a des gens qui oublient ça. Voilà, c'est empoché, l'Union européenne a pris la Roumanie, donc voilà, c'est acquis. Si j'étais à Paris à ce moment-là, la France a été un défenseur indéfectible de l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne. Et je me souviens encore de l'entêtement, de l'obstination du président Chirac sur cette affaire. Quand on disait la Roumanie va rentrer dans l'OTAN, sa réaction était toujours la même. Oui, mais je veux aussi que la Roumanie soit dans l'Union européenne. Donc il n'y a pas eu de plus fervent défenseur de l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne que la France. J'oserais même, et là je sors de ma modestie, dire une chose. Si la France n'avait pas soutenu la Roumanie, je ne sais pas ce qui se serait passé sur cette question. Et ça n'a été possible que par l'obstination de la France. Donc on a d'abord ça. Ne le regrettons surtout pas. Et quand on voit ce qui se passe dans certaines régions frontalières, savourons cet acquis. Savourons cet acquis, profitons de cet acquis, qui est aujourd'hui un atout pour le développement, la sécurité, la stabilité de la Roumanie. Sécurité, stabilité qu'il ne faut pas simplement voir sous l'angle militaire, c'est aussi militaire, mais dans un sens plus large. Voilà. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Ensuite, oui, il y a eu le mécanisme de coopération et de vérification. Qu'est-ce que dit ce mécanisme ? Moi, j'ai parcouru récemment encore le dernier rapport. Ce sont des rapports extrêmement balancés, qui saluent tous les efforts qui ont été faits, et qui ensuite disent, voilà, il y a encore ça et ça à faire. De la même façon que moi je dis qu'en France, nous avons des progrès à faire aussi dans certains domaines. C'est-à-dire que c'est un rapport que je ne perçois pas du tout comme un rapport donneur de leçons, mais comme un guide. Oui, je pense que nous avons besoin de ça, parce que je préfère avoir un guide que 28 guides. C'est-à-dire qu'il faut aussi voir ça. Ce rapport, ça donne une évaluation qui s'impose à tout le monde et qui permet à chacun de baser sa position. Voilà, mais le problème, ou l'un des problèmes, c'est que ce rapport existe seulement pour deux pays, pour la Roumanie et pour la Bulgarie. Est-ce que vous pensez qu'il faut envisager un rapport du même genre pour tous les pays européens? Comme vous l'avez dit, il y a des problèmes ailleurs aussi. Ce rapport est lié au processus d'adhésion. Au processus d'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie. Donc je crois que c'est bien dans ce sens qu'il faut le comprendre. Je crois aussi que ce rapport, dans le fond, quel est le sous-titre de ce rapport? Quelle est la problématique qu'il pose?
En fait, c'est une problématique sur laquelle, je crois, tout le monde peut être d'accord. Dans chaque État, dans chaque État membre, il faut un État de droit. Et quand je dis État de droit, je dis ça pas simplement en Roumanie, mais ailleurs, etc. Quand je parle des 23 milliards de fonds structurels, nous avons besoin d'un État de droit pour dépenser. Sinon, si le tuyau n'existe pas, comment ces 23 milliards vont être dépensés? Ces 23 milliards de fonds structurels seront, dans les 10 prochaines années, la principale source de croissance de la Roumanie. Ce sont ces 23 milliards qui vont orienter le modèle de développement de la Roumanie. On ne peut pas le faire de la même façon que nous, on ne pourrait pas le faire quand on dépense l'argent pour la PAC, quand on dépense d'autres... Si nous n'avons pas les tuyaux nécessaires, c'est dans le fond tout ça qu'il faut comprendre. Et moi, je ne perçois pas du tout ce mécanisme et ces rapports comme des rapports hostiles, mais je les perçois comme des diagnostics qui montrent tout ce qui a été fait, mais aussi ce sur quoi il faut progresser. Est-ce que l'un des points importants de la coopération franco-roumaine, vous l'avez dit, c'est l'économie. C'est quels sont les domaines où vous comptez des développements. Je ne vous cache pas qu'il y a eu des craintes aussi il y a quelques mois sur l'activité des usines Dacia. Il y a eu des hommes politiques qui se sont exprimés sur un éventuel départ partiel de Dacia Renault de Roumanie. Oui. Alors, d'abord, je voudrais vous dire une chose, je voudrais vous raconter un peu mon emploi du temps depuis que je suis là. Au bout de 3 semaines, ce que j'ai dit à mon secrétaire, j'ai dit, mais c'est pas un poste d'ambassadeur, c'est un poste de dentiste. J'ai une entreprise française toutes les demi-heures dans mon bureau pour me raconter ce qu'elle fait et pour me raconter ce qu'elle veut faire et ce qu'elle veut faire en plus. J'ai des projets d'investissement partout. Ce que me disent aussi ces entreprises, c'est qu'elles ont besoin d'un bon environnement. Bon environnement dans le domaine du cadre légal, mais aussi bon environnement dans le sens d'avoir une main-d'œuvre qualifiée. Parce que ça aussi, il faut en parler. Les tendances sur le long terme, pour avoir une croissance, il faut avoir une population active en croissance, il faut avoir une population active en formation. Mais aujourd'hui, Dacia est la première société en Roumanie. Ça a été le premier investissement que j'ai visité et je peux vous dire que Nicolas Mor, qui est le président de Dacia, est totalement engagé dans le développement de Dacia en Roumanie. Et nos entreprises, elles font aujourd'hui françaises 9% du stock des investissements étrangers. Ça faisait simplement 8,3 en 2010. En d'autres termes, nous ne sommes pas partis avec la crise. Nous sommes restés et nous nous sommes développés. Et tous les gens que je vois, ce ne sont pas des patrons qui sont là pour faire une petite opération one-shot. Ce sont des vrais développeurs. Pourquoi ? Parce que tout le CAC 40 français est ici. Et pour le CAC 40 français, les implantations en Roumanie sont très importantes. Donc ce sont des gens de grande qualité. Les investissements français, c'est 500 000 probablement ou plus emplois au total si on compte les emplois indirects. C'est 100 000 emplois directs et nous voulons faire plus et nous voulons faire mieux. Donc non, les entreprises françaises, pour peu qu'on leur donne les moyens, veulent faire plus et mieux. Est-ce que, on approche de la fin de cet entretien, j'aimerais bien qu'on parle aussi de la langue française. Vous êtes dans un pays francophone, francophile. Comment vous comptez aider au développement de tout cela? Quel rôle pour l'Institut, pour français, pour les alliances, pour le lycée français? Quelles attentes de la part des responsables roumains? Alors, moi, je dirais que, d'abord, j'ai un reproche à faire à la Roumanie et aux Roumains,
c'est que tout le monde me parle français. Donc, je n'arrive pas à progresser en roumain parce que tout le monde a la gentillesse de me parler français. Ensuite, l'Institut, l'ensemble du dispositif est impressionnant, français. Un institut à Bucarest, 3 instituts 5 en province, 5 alliances françaises, vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'investissements. Vous savez que nous allons le 7 et le 8 juillet inaugurer à la Villa Noël, et le secrétaire général de l'Institut vient pour ça, Monsieur De Breuil, ainsi que Madame Hélène Carrère d'Ancos, le CEREFREA que nous mettons à disposition de l'Université de Bucarest et qui est en train d'être rénové. C'est une opération de 750 000 €. Donc moi j'ai beaucoup d'engagement, beaucoup d'espoir. C'est vraiment la Roumanie, le vaisseau amiral de la francophonie, et c'est un atout parce que en Europe centrale, parce que c'est une corde supplémentaire. C'est une corde supplémentaire. Je suis aussi très heureux de voir certains développements dans le domaine médical, puisque nous avons beaucoup d'étudiants à Cluj, Timișoara, Iași. Tout ça est très bien. Donc, investissons ensemble. Le lycée Anna de Noailles, c'est 1 millier d'élèves. La moitié, ce sont des élèves roumains. Je tiens beaucoup à cette mixité. Nous devons faire plus. Et nous ferons plus en partenariat parce que, je le répète, la langue française, c'est pas la langue de la France, c'est une langue que nous avons en partage. Enfin, monsieur l'ambassadeur, quel type d'ambassadeur allez-vous être? Est-ce que vous allez beaucoup parler ou pas? Est-ce que vous allez beaucoup voyager ou rester plutôt à Bucarest? Est-ce que vous allez, ça c'est une question dont je suis sûr que la réponse va être très intéressante, est-ce que vous allez beaucoup vous exprimer sur les affaires roumaines, comme le font certains de vos collègues des pays européens? D'abord, j'ai beaucoup à apprendre. Donc ça veut dire que je veux beaucoup voyager et que ma porte est ouverte. Donc, et que je veux aller voir les gens. On n'apprend jamais suffisamment sur un pays. C'est pas la première fois que je suis ambassadeur, parce que j'ai déjà été ambassadeur en Croatie, donc j'ai un peu l'expérience sur ce poste et ce type de fonction. Et dans le fond, ce type de fonction, vous l'avez dit très justement, c'est ce qu'on en fait. Donc moi, je suis ouvert et je suis là pour apprendre. La deuxième chose, c'est que je parlerai quand j'aurai quelque chose à dire. Donc si je ne parle pas, c'est que je n'ai rien à dire. Si je parle, je sais que j'ai quelque chose à dire. Et troisièmement, sur la communication, je choisirai le meilleur moment et les meilleurs canaux pour faire passer ce qui me semble important dans l'intérêt de la relation franco-roumaine. Pas dans l'intérêt de la France opposée à la Roumanie. Je crois que maintenant, ces questions d'opposition, que ça, c'est totalement dépassé. Totalement dépassé. Nous sommes totalement partenaires. Donc, voilà, j'essaierai d'être au service d'une relation franco-roumaine où je m'inscris dans un long héritage depuis la création de la Roumanie, depuis le 19e siècle. Vous savez qu'on a toujours eu un tropisme roumain très fort, y compris dans les cercles intellectuels, dans les cercles culturels. J'essaierai d'apporter ma contribution pour être le plus utile possible. Vă mulțumesc pentru că ați ales primul interviu la RFI România, domnule ambasador François Saint-Paul. Mulțumesc. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.